Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire autour du décret tertiaire de la performance énergétique et des façons de financer les actions à court et moyen terme. Il est 9 heures, vous êtes déjà nombreux à être connectés. Pour ceux qui ont été là, je vous demanderai quelques petites minutes complémentaires pour que les derniers inscrits se connectent. Nous commençons le webinaire autour de 9h03. En effet, on m'a dit à l'oreillette qu'il n'y avait rien à l'écran. Donc effectivement, voici l'écran d'introduction de notre webinaire. Eh bien, nous allons commencer. Bonjour à tous, bienvenue sur notre webinaire qui parle du décret tertiaire et de son financement. Nous sommes en partenariat aujourd'hui avec l'AT2E, l'association Technique Énergie et Environnement. Avec moi pour animer ce webinaire, Marc Gendron, qui est le délégué général de l'AT2E. Quant à moi, je suis Sylvie Méran-Ifra, directrice marketing de Sobre Énergie. Et avec Marc, nous sommes ravis d'animer ce webinaire. Comme le veut l'usage, vous pouvez poser vos questions dans le petit carré de questions qui se trouve à gauche ou à droite de votre écran. Nous y répondrons en fin de webinaire. Nathalie, qui est le modérateur de ce webinaire, les lira et nous y répondrons. Marc doit finir ce webinaire à 10 heures. Donc, moi, je resterai avec vous s'il y avait des questions complémentaires. Eh bien, quoi dire d'autre? Sinon, bienvenue. Nous commençons ce webinaire. Alors, vraiment très rapidement, Sobre Énergie, nous sommes une filiale de la Caisse des dépôts, du groupe La Poste et des GIS, et nous aidons les entreprises et les collectivités à diminuer leur empreinte carbone et leur consommation énergétique. Parmi nos clients, du privé et du public, car, comme vous le savez, on me dit que la présentation ne bouge pas. J'ai l'impression que nous avons une connexion un peu paresseuse. Nathalie, peux-tu me dire si l'écran est bien celui des références de Sobre? Ou est-ce que nous utilisons... Ah d'accord, oui, ok. c'est parfait. Bon, eh bien écoutez, Nathalie sera ma contrôleuse de qualité écran. Donc comme vous le savez, le décret tertiaire concerne le privé comme le public. Et pour peu que, bien sûr, vous soyez propriétaire de plus de 1000 m² dédiés au tertiaire. Autour de notre offre et de notre intervention, notre plateforme qui s'avère très utile, la nôtre comme celle des concurrents, pour pouvoir gérer un parc quand on a plus de 2-3 bâtiments, puisque l'Excel, et on le verra, ne sera pas suffisant pour pouvoir gérer sa trajectoire énergétique et les différents impacts
des actions que vous allez pouvoir faire pour entrer dans cette trajectoire. Cette plateforme va vous donner un bilan du parc de façon globale et bâtiment par bâtiment avec des fiches synthèse site qui vous permettront de suivre pas à pas les actions que vous mettrez en place sur vos sites. Pour ce faire, nous mettons en place des compétences combinées, bien sûr des data analystes qui vont vous permettre et vous aider à remonter les mesures des parcs, de les analyser et de les visualiser correctement. Et à la suite de ces data analysées, il y aura un certain nombre d'actions à mettre en place pour pouvoir atteindre des objectifs qu'Opérat va pouvoir comment dire, qu'Opérat va déterminer. Une fois que ces objectifs sont déterminés, les plans d'action devront être mis en place et les impacts de ces plans d'action ainsi que la position dans ces trajectoires. Et de façon parallèle, nos engagements managers vont, parce que le décret tertiaire et toutes vos actions liées à la performance énergétique sont inscrites dans un temps long. Effectivement, il est facile de mobiliser les équipes sur 6 mois, 1 an, mais là, il va falloir mobiliser les équipes en tant que propriétaire, mais aussi vos différents locataires si vous êtes propriétaire, ou vous-même si vous êtes locataire, mais sur des longs moments. Il va falloir mobiliser les équipes tout au long des grandes échéances du décret tertiaire qui sont 2030, 2040 et 2050. Et pour ce faire, il faudra garder la ligne, animer les équipes, à la fois techniques et les équipes d'occupants. Et c'est en cela que des engagements managers, chez nous, mais comme chez vous, devront être utiles pour garder cette pérennité. Marc, je vous laisse présenter la T2E. Merci beaucoup, Sylvie. Alors, tout d'abord, merci aussi à vous-même et à Sobre Énergie de me permettre de prendre la parole sur les certificats d'économie d'énergie. Donc, Marc Gendron, je suis le délégué général du club certificat d'économie d'énergie à la T2E. La T2E, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 1978 au moment du choc pétrolier, créé par Total, EDF et Gaz de France à l'époque. Et donc, c'est une association qui a dans ses gènes l'efficacité énergétique. Alors, depuis 1978, cette association a pas mal évolué et elle s'est structurée autour d'un certain nombre de thématiques, donc thématiques du biogaz, du power to gas, du stockage d'énergie, la cogénération, la pyrogazéification, l'efficacité énergétique et les certificats d'économie d'énergie. Et donc, au sein du club C2E, on anime une instance neutre dans lequel on fait le lien entre les acteurs du dispositif certificat d'économie d'énergie, donc notamment les obligés, les vendeurs d'énergie, les délégataires, les mandataires, les fournisseurs de solutions éligibles ou non encore éligibles au C2E. Donc, tous ces acteurs plutôt du privé, et on fait le lien avec les acteurs du public, donc c'est l'ADEME et la DGEC. Donc, 3 missions de ce club, une mission autour de la communication sur le dispositif C2E, donc c'est un peu ce que je vais faire aujourd'hui. Une deuxième mission, la gestion du catalogue des 216 fiches d'opérations standardisées qui sont éligibles au dispositif des certificats d'économie d'énergie. Toutes les fiches passent par nos mains, on les travaille avec des experts et ensuite on les propose au pouvoir public, ADEME et DGEC. Et ensuite, la DGEC publie par arrêté ministériel ces fiches d'opérations standardisées. Et puis, troisième mission, c'est l'accompagnement de nos 570 adhérents sur des aspects techniques, c'est-à-dire réponse aux questions, réponse aux aspects réglementaires, et puis bien évidemment participation à toutes les contributions et comment dire les choses, aux sollicitations de la Direction générale énergie-climat sur ce sujet. Voilà. Et puis, vous allez nous annoncer peut-être une fiche qui va spécialement intéresser le public aujourd'hui, mais c'est un teasing. Effectivement, il y a du nouveau. Ah oui, il y a du nouveau dans le sous-comptage. Et Dieu sait que le sous-comptage est une question en ce moment, notamment quand nous travaillons, quand tout le monde va commencer à travailler son assujettissement. Mais je n'en dis pas plus, restez connectés.
Alors, très rapidement, pour remettre les choses dans son contexte et balayer les grands éléments du décret tertiaire, nous allons présenter les grands éléments du décret tertiaire, mais je sais que parmi vous, vous avez déjà... excusez-moi, je bois un tout petit peu. Vous avez déjà assisté peut-être à un de nos webinaires et puis vous avez assisté à d'autres webinaires. Les grandes règles, vous les connaissez. Les moins 40, 50 et 60% 2030, 40 et 50, c'est un des objectifs qui s'appelle la valeur relative, mais vous avez deux façons d'évaluer ces objectifs. Une autre qui est la valeur absolue et qui est finalement le vrai esprit du décret tertiaire, puisqu'il s'agit d'atteindre une valeur cible en consommation kilowattheure par mètre carré et selon bien sûr vos intensités d'usage et la nature de votre activité, de l'activité de votre bâtiment. Donc, on a dit 1000 mètres carrés, les activités tertiaires et même les bâtiments tertiaires au sein de bâtiments industrie, pour peu qu'ils soient plus importants que 1000 mètres carrés. Tout le monde est assujetti, propriétaire et preneur à bail. Au début, quand on a commencé ces webinaires il y a 1 an, on avait vraiment la question des locataires qui se disaient vraiment on est concernés nous alors que nous avons des baux 369 qui ne sont pas du tout en cohérence, voire des baux plus éphémères, qui ne sont pas du tout en cohérence avec un décret qui s'étale sur 30 ans. En effet, pour le moment où vous occupez le bâtiment, il va falloir s'intégrer à la trajectoire du décret tertiaire et de ses objectifs. Et puis, bien sûr, des programmes d'action à mettre en place et des déclarations annuelles à faire sur Opérate. Je passe très vite, je passe ça aussi très vite. Les bâtiments concernés sont effectivement ces bâtiments tertiaires. J'ai mis ces slides pour qu'ensuite vous puissiez les avoir à la fin du webinaire et avoir cette référence-là. Je reviens très très rapidement sur une petite notion de sémantique et de sens. En effet, on parle de crève, vous allez voir sur vos attestations et dans le vocabulaire naturel autour du décret tertiaire, vous allez avoir la notion de CREF qui est la consommation énergétique de référence qui sera celle de votre année de référence comprise entre 2010 et 2019. Cette année de référence devra être renseignée sur l'ensemble de l'année. Vous pouvez demander l'historique à Enedis, je pense ça va jusqu'à 10 ans. GRDF, c'est un peu plus difficile. On nous a parlé de 3-4 ans, mais pas plus. Donc, à vous aussi de sortir des archives et voir les années de référence. Bien sûr, dans ce calcul d'année de référence, l'année d'avant des travaux conséquents sera plus, on va dire, pertinente dans vos calculs. Donc, cette année, ce CRELA, donc consommation relative, sera issu des 40, 50 et 60% évoqués tout à l'heure par rapport à une année de référence choisie. Et puis de l'autre côté, c'est le deuxième objectif, la deuxième façon d'atteindre l'objectif, et cette fameuse consommation absolue qui est le résultat de vos modes de chauffage, ventilation, climatisation et les indicateurs d'usage. C'est une consommation énergétique maximale, la CAPS, et cette CAPS est donnée au fil des arrêtés qui sont les éléments de mise en pratique du décret. On a encore quelques secteurs à déterminer. On attend un décret qui s'appelle Valeur absolue 3. Et donc, en fonction de cette CAPS et de ces données cibles, vous pourrez atteindre ces objectifs, sachant que le premier qui est atteint valide vos objectifs de décret tertiaire. Donc, on parle beaucoup d'Opérate. Parmi vous, qui a déjà ouvert son compte, en général, dans nos webinaires, on compte 30% qui ont déjà un compte et 70% qui sont en train de le créer. Sachant que les dernières statistiques du ministère font état de 20 000 mètres carrés déclarés, qui n'est pas grand-chose, à peu près 2,5% de l'ensemble des mètres carrés à déclarer, puisqu'on en attend 800 millions.
d'assujettis au décret tertiaire. Donc, fort à parier qu'il y aura un petit, comment dire, un petit goulet d'étranglement, enfin d'étranglement, je n'aime pas dire ça parce que c'est négatif, mais il y aura beaucoup d'intensité à mon avis en septembre, puisque la date butoir est, comme vous le savez, le 30 septembre. Mais on me dit quand même dans l'oreillette que vous aurez peut-être quelques mois de répit, en tout cas pas après 2023, ça c'est sûr. Mais officiellement, c'est le 30 septembre. Il va falloir vraiment vous être prêt pour le 30 septembre, sachant qu'Opérate est une plateforme qui permet le suivi des obligations. Il permet aussi un benchmark des différentes données déclarées en fonction d'un type de bâtiment et de vérifier l'atteinte des objectifs tels que sera défini en fonction de vos déclarations. Donc là, je vous ai mis donc le processus, créer le compte, créer les comptes utilisateurs, renseigner les données patrimoniales en général, c'est le propriétaire qui fait ça. Et ensuite, les consommations de référence, les données de consommation 2020 et 2021, car celles-ci sont spéciales, elles ne font pas objet d'une attestation et elles ne peuvent être années de référence, à moins que celles-ci soient par défaut car vous n'en avez pas, ou vous n'avez pas d'historique, ou votre bâtiment est neuf. Voilà. Renseigner les indicateurs d'usage et récupérer l'attestation annuelle, sachant que l'attestation annuelle ne sera disponible qu'à partir de 2023. Donc là, profil assujetti, profil mandataire, vous pouvez mandater des tiers, des experts tiers pour justement pouvoir remplir à votre place les différentes données nécessaires à Opérate. Et là, je vous ai mis donc ce que le propriétaire doit déclarer, que sont les informations administratives et les consommations annuelles des espaces annexes, puisqu'il y a quelquefois dans les bâtiments qu'il loue des parties de bâtiments non loués, et à ce moment-là, c'est à lui de les déclarer. Cela définit ce qu'on appelle un identifiant unique bâtimentaire, et c'est à partir de cet identifiant unique bâtimentaire que propriétaire ou locataire, cela va dépendre si les propriétaires sont occupants ou les locataires sont très actifs, de toute façon c'est obligatoire, vont déclarer leur entité fonctionnelle, puisque l'entité fonctionnelle qui équivaut à l'établissement, selon la définition de l'INSEE, va être l'unité de cœur du décret tertiaire, celle qu'on déclare sur Opérate, celle à partir de laquelle on va suivre les consommations. Donc, l'entité fonctionnelle assujettie, qui s'appelle l'EFA dans le langage commun, va être finalement le cœur, l'unité de cœur de l'ensemble des déclarations Opérate et de vos suivis énergétiques. Nous avons mis dans le carré en bas à droite quelques définitions pour que vous puissiez faire la différence entre les entités fonctionnelles qui est le cœur du décret, l'entité d'exploitation qui le cite. Un bâtiment peut rassembler plusieurs EFA et une unité foncière rassemble plusieurs bâtiments contigus qui eux-mêmes rassemblent plusieurs EFA, qui permet de voir s'il est éligible ou pas. En effet, très rapidement un exemple, parce qu'on nous pose vraiment beaucoup cette interrogation. Vous avez un bâtiment de 1000 m² et un bâtiment de 300 m² sur la même unité foncière. Eh bien, c'est 1300 m² qu'il faudra déclarer, même si l'autre deuxième bâtiment qui faisait 300 m² était a priori non assujetti. Mais comme il fait partie de la même unité foncière cadastrale, eh bien, les deux bâtiments, 300 et 1000 m², sont assujettis. Dans ces deux bâtiments de 1300 m², il y a plusieurs EFA qui sont, par exemple, vos locataires en pied d'immeuble et donc eux-mêmes sont également assujettis. Ils doivent déclarer leur EFA parce que les deux bâtiments le sont. J'espère avoir été claire. Si ce n'était pas le cas, n'hésitez pas à nous reposer des questions sur le sujet à la fin de ce webinaire. Donc, très rapidement, toutes les données à déclarer. Je passe vite parce que vous les connaissez. Et puis, la chose qui était importante dans ces éléments, c'est que effectivement, vous avez les données administratives et les données de consommation. Elles doivent être totalement déclarées, ainsi que la situation de référence qui permet justement de faire des comparaisons et d'obtenir
vos crélates, puisque maintenant les crélates, la CREF et la CAPS n'ont plus de secret pour vous. Pour ce faire et pour avoir une bonne déclaration, il va falloir mettre en place un process de collecte des données de consommation. Alors c'est vrai que 2022, c'est l'année la plus chaude entre guillemets, puisque c'est cette collecte, cette façon de collecter les données, pour certains c'est familier, pour d'autres c'est moins familier. Une fois que vous allez mettre en place cette collecte, ensuite vous allez pouvoir déclarer sur Opérate et tous les ans déclarer sur Opérate parce que vous avez mis en place cette méthodologie-là. Mais c'est vrai que cette collecte-là, c'est pas évident. Nous avons par exemple des cas de locataires multisites, c'est-à-dire que ils ont vraiment beaucoup de petits propriétaires et il faut qu'ils ramassent en fait à travers les différents bâtiments qu'ils occupent via différents propriétaires l'ensemble des données pour les agglomérer et avoir une idée de leur parc. Le décret tertiaire, c'est aussi ça, c'est-à-dire que c'est un canevas pour assurer la transition énergétique et avoir une vision d'ensemble de l'ensemble, enfin une vision d'ensemble des consommations énergétiques de l'ensemble de vos bâtiments, même si ceux-ci sont très disséminés et qu'en général, vous n'aviez jamais fait le rapprochement. Aujourd'hui, c'est obligatoire. Très rapidement également, pour certains détails concernant les arrêtés d'application du décret, vous avez dû entendre parler de l'arrêté méthode qui a fixé les grandes règles de gestion du décret tertiaire qui est paru en avril 2020. Nous avons ensuite un arrêté valeur absolue 1 qui fixait des valeurs absolues des catégories de bureaux, des services publics, enseignement et logistique qui représentait à peu près 50% des surfaces. Très récemment, un arrêté valeur absolue 2 a été publié en avril 2022 et je vous ai mis les grands sujets de cet arrêté. Ça a permis effectivement de redéfinir la mutualisation, par exemple, des résultats qu'on verra, les modulations donc, et les dossiers techniques, les mesures particulières 2020-2021, les nouveaux objectifs en VA, mais ils ne sont pas complet. On attend pour ce faire, pour la complétude. Alors souvent on me dit, mais j'espère que l'arrêté valeur absolue 3 va paraître avant septembre, puisque moi j'ai certaines valeurs absolues concernées que je ne peux pas reporter sur mon attestation. Alors on espère, mais si ce n'est pas le cas, de toute façon, ça vient d'eux. Donc, c'est pour ça que cette année 2022 est une année d'apprentissage, aussi bien pour les déclarants que pour l'ADEME, que pour le ministère. Donc, on attend en deuxième semestre. Bon, probablement, il paraîtra en août pour qu'en septembre, on puisse avoir des éléments, mais nous n'avons pas plus d'infos précises que cela. Alors, je vous ai mis les catégories définies dans les différents arrêtés valeurs absolues, donc ceux qui ne sont pas encore définis et qu'on retrouvera dans l'arrêté valeur absolue 3. Nous revenons là à l'occasion de ce webinaire sur deux grands éléments qui sont importants pour la bonne marche du décret tertiaire et qui ont été la description de cet arrêté valeur absolue 2. La modulation des objectifs, en effet, vous le savez, si les objectifs fixés par Opérate ne peuvent pas être atteints, vous allez le voir donc, à la première déclaration, vous avez la possibilité de moduler ces objectifs-là parce qu'il y a des contraintes techniques et là, il va falloir produire un avis d'expert, architecte, un avis circonstancié d'architecte pour justifier les contraintes techniques et architecturales. Et puis, vous avez également, vous ne pouvez pas atteindre les objectifs parce que vos coûts de travaux sont disproportionnés. Et qui dit disproportionné dit un ROI brut qui dépasse les 30 ans pour la rénovation de l'enveloppe, les 15 ans pour les équipements et les 6 ans pour les systèmes. Il faudra effectivement produire la démonstration de ces éléments dans un dossier technique, bien que, et je le redis, le dossier technique n'est pas obligatoire, mais fortement conseillé en cas de contrôle pour ne pas se voir appliquer d'amende
ou se voir traîner dans le mur de la honte, qui est le name and shame, qui fait partie des grandes sanctions de ce décret tertiaire en cas de non-atteinte des objectifs ou non-volonté de les atteindre. Donc, on module les objectifs en fonction de ces indicateurs d'intensité d'usage. Effectivement, plusieurs personnes nous disent, mais nous, voilà, on a pris une année de référence qui est 2016. On est aujourd'hui en 2022 et sûrement en 2023, nous allons exploser notre chiffre d'affaires et notre activité. Et bien sûr, on ne va jamais pouvoir être inférieur en termes de consommation énergétique à l'année de référence qui est 2016, puisque le principe, c'est de prendre une année de référence et de diminuer les consommations. Et en effet, si vous avez augmenté votre personnel, augmenté votre surface, augmenté votre activité, c'est très compliqué d'être en deçà des consommations énergétiques. Alors, bon, il y a la réponse 1. Est-ce que vous ne pouvez pas faire plus avec moins? Bon, ça, c'est un peu l'esprit du décret tertiaire. Et la réponse 2, qui est effectivement aussi juste, une fois que vous allez avoir une déclaration annuelle et donc modifier vos indicateurs d'intensité, donc le nombre de salariés, le nombre de mètres carrés assujettis, il va y avoir un calcul en fonction de cette augmentation d'activité qui va vous permettre d'adapter cette consommation cible par rapport à la consommation de référence. Après, j'ai toujours un conseil à donner, c'est que quand vous avez vraiment augmenté votre activité et que l'année de référence n'a plus de sens, mieux vaut s'orienter sur la consommation, la CAPS, c'est-à-dire la valeur cible au mètre carré. Ce sera beaucoup plus facile, entre guillemets, de suivre la trajectoire parce que les évolutions d'activité ont été trop grandes pour que la crélate soit significative. Donc, je vous ai mis ce qu'on attend dans le dossier technique à l'échelle de chaque bâtiment. Je passe très vite. Un élément aussi très important à mettre à intégrer, c'est celui de la mutualisation des résultats. En effet, alors attention, on est toujours modulation des objectifs et mutualisation des résultats. Il y a ce système de vase communicant qui va bien arranger quand on gère un parc de manière globale. Les moins bonnes entités vont pouvoir, les meilleures entités vont pouvoir compenser les moins bonnes entités. Je m'explique. Effectivement, c'est assez simple. Parmi vos entités fonctionnelles assujetties, vous avez des super performantes qui dépassent même les objectifs et puis vous en avez deux bien moins et ça va être vraiment une difficulté de pouvoir les hisser aux objectifs attendus. Vous pouvez prendre le surplus de résultats, le surplus de performance d'une entité et l'appliquer à une autre entité. Et cela compensera, c'est la mutualisation d'évaluation des résultats. Cette mutualisation peut se faire à l'échelle d'un groupe, entre plusieurs structures, entre plusieurs bâtiments sur différents sites. Elles n'ont pas besoin d'être contiguës pour être mutualisées. Ça peut être aussi en fonction d'années de référence différentes. Là, je pense que c'est un degré de complexité un peu plus important. Mais il est interdit de prendre une super entité fonctionnelle qui a de super résultats et de l'appliquer à plein de bâtiments, enfin à plein d'entités qui sont un peu défaillantes. Donc, une suffit pour compenser une autre ou un ensemble. Donc, on ne peut pas réaffecter plusieurs fois la même entité. Cette mutualisation va se faire presque automatiquement par la plateforme. Elle va vous dire, ah tiens, cette EFA 2 fait vraiment, vraiment bien par rapport à cette entité fonctionnelle 5. Donc, on vous fait un système de compensation entre la 2 et la 5. Donc, c'est tout à fait possible et le calcul est automatique. Vous pouvez néanmoins garder la main sur cette réaffectation en fonction de votre objectif et de ce que vous voulez avoir comme répartition. Pour tout ce décret,
tout cet opérate, c'est fait pour quoi? Eh bien, c'est fait pour évaluer la performance énergétique de votre bâtiment. Et cette évaluation, c'est la note éco-énergie tertiaire. Et cette note éco-énergie tertiaire va qualifier l'avancée dans la démarche de la réduction. Chaque année, vous allez, à part cette année, qui est une année vraiment spéciale et qu'il n'y aura pas de note, il n'y a pas de note à 2020, 2021 et à l'ensemble des déclarations à fin 2022. La première note sera en 2023 et elle déterminera en fait la performance énergétique de votre bâtiment, si vos données ont bien été remplies et si vous commencez les objectifs, parce que la note va être à partir d'un élément 0 et ensuite va évoluer, et on l'espère pour vous, vers les 3 notes vertes. Donc, votre attestation, vous le voyez, il y a un recto et un verso. Au recto, eh bien, vous allez voir les crélates, les câbles se calculer automatiquement, les objectifs modulés que vous aurez fait préalablement et le suivi des consommations. Et puis, au verso, vous allez avoir ce qu'on appelle l'agrégation des résultats. Attention, l'agrégation, ce n'est pas la mutualisation. Je vous l'ai mis sur le slide. La mutualisation, c'est ce dont on a parlé par rapport à l'évaluation des résultats et on va les mutualiser. Donc, l'EFA la plus forte va compenser l'EFA la plus faible. L'agrégation, c'est l'ensemble des bâtiments, puisque dans un bâtiment, vous allez avoir plusieurs entités fonctionnelles. Chacune va avoir des notes en fonction des actions qu'elle aura mis en place. Et ces notes vont être agrégées pour faire la note globale du bâtiment. Cette agrégation de notes va faire suite, à cette agrégation de notes, il y aura la consolidation des résultats à l'échelle d'un parc immobilier. Ce qui veut dire que vous avez une note pour le bâtiment, et vous le voyez à l'image, et une note à l'échelle du parc qui sera différente en fonction de l'agrégation de toutes les notes. Donc, on a parlé, pardon, je suis allée trop vite. On a parlé des sanctions, donc le name and shame, des amendes administratives à partir des contrôles de 2030, c'est-à-dire est-ce que vous avez atteint les objectifs entre 2022 et 2030 qui vous avaient été fixés. Nous avons des nouvelles sanctions qui nous ont été communiquées très récemment. Les premiers contrôles se feront en 2023, ce sont des contrôles de déclaration de données. Si vous n'avez pas déclaré les données, vous aurez des mises en demeure et au bout de 2 mises en demeure, vous aurez une sanction. Ces sanctions de non-déclaration peuvent aller jusqu'à 30 000 € par infraction si vous avez non déclaré, déclaré faux ou utilisé une fausse note éco-énergie tertiaire. C'est du pénal et c'est 30 000 € par faute. Par faute de déclaration. Enfin, alors, je n'ai pas dit par erreur, puisque les erreurs, eh bien, vous avez le droit à l'erreur. En tout cas pour 2022, même pour 2023, mais il ne faut pas ignorer les mises en demeure. C'est une fois qu'on ignore les mises en demeure sur la notion de déclaration et de données que les sanctions sont beaucoup plus lourdes. Et vous le voyez, les sanctions sont beaucoup plus lourdes en fonction de la gestion des données que des objectifs. Bon, c'est pour commencer. On verra l'évolution de ces sanctions au cours du décret tertiaire. Je passe rapidement les éléments des leviers d'action puisque notre temps est compté. On en reparlera et vous aurez les slides. Je laisse la parole à Marc qui on parle d'actions à mettre en place pour assurer la trajectoire énergétique et ces actions à mettre en place doivent être financées. Et Marc, je te laisse la parole pour parler des C2E et des outils de financement de ces actions d'énergie, d'efficacité énergétique. Merci beaucoup, Sylvie. Donc, effectivement, dans le cadre du décret tertiaire, il y a bien des objectifs de baisse de consommation d'énergie qui sont attendus. Et donc, un des outils permettant de financer les investissements nécessaires, dans certains cas, à cette baisse des consommations, ce sont les C2E. Donc, les certificats d'économie d'énergie, ce sont des aides privées, des aides qui sont apportées par les énergéticiens
donc les vendeurs d'électricité, de gaz, de fioul et de carburant. C'est un dispositif qui existe depuis maintenant 2006 et globalement, c'est un dispositif assez simple. Hein. Tous les 3-4 ans, l'État français fixe aux énergéticiens un objectif de baisse de consommation d'énergie. Ils doivent donc, ces énergéticiens, mettre en place des actions d'économie d'énergie auprès de leurs clients finaux, en prouvant qu'ils ont eu un rôle actif et incitatif. C'est-à-dire qu'ils ont incité les bénéficiaires de l'opération à basculer d'une solution peu performante sur le plan énergétique à une solution très performante sur le plan énergétique. Et donc, ce dispositif et ce rôle actif et incitatif, il est dans 95% des cas déployé au travers de primes énergie. Et donc, c'est dans ce cadre que le dispositif des C2E permet de financer en fait des actions d'économie d'énergie. Alors, si on regarde les C2E et le décret tertiaire, globalement, on voit bien que vous avez dans le cadre du décret tertiaire, à cartographier les sites et les bâtiments, à collecter les consommations par bâtiment, à analyser les consommations par bâtiment, avec notamment la notion de situation de référence. Et puis, derrière ça, vous allez probablement prioriser les bâtiments sur lesquels vous allez d'abord travailler et mener des actions. Et au sein de ces bâtiments clés, prioriser des actions par bâtiment. Des actions qui peuvent être soit des actions de type comportemental, soit de la maintenance, soit des travaux. Alors, si on est dans le cas des travaux, bien évidemment, l'étape d'après, c'est de construire son plan de financement et d'identifier les actions qui peuvent être éligibles au dispositif des C2E. Et donc là, l'idée pour vous, c'est bien d'identifier les équipements qui sont éligibles au C2E. Donc ça, c'est assez simple. Il suffit d'aller sur le site de la Direction Générale Énergie-Climat, vous tapez DGEC C2E, vous avez l'ensemble des fiches. Vous pouvez faire la même chose si vous tapez C2E ADEME, vous allez retrouver l'ensemble des fiches. Et puis, vous avez le site de la T2E, atee.fr, dans lequel vous allez retrouver par secteur d'activité l'ensemble des fiches d'opération. Donc aujourd'hui, il y a un catalogue qui existe de 216 fiches, à peu près 51 fiches qui sont éligibles sur la partie tertiaire. Donc ensuite, vous pouvez, la deuxième étape pour vous, ça va être d'identifier les acteurs avec qui vous allez travailler pour monter ces dossiers C2E. Donc en gros, vous avez généralement un énergéticien qui est sur la place, qui vous fournit votre énergie, électricité ou gaz ou fioul. Le premier réflexe, c'est déjà d'aller voir l'énergéticien et de le solliciter en disant est-ce que vous acceptez de m'accompagner dans le cadre du dispositif du C2E. Au-delà de ça, vous avez d'autres sociétés qui se sont créées dans le cadre de l'écosystème C2E. Je pense notamment à des délégataires qui prennent une partie de la production des C2E et qui peuvent aussi vous accompagner. Mais vous avez aussi des fournisseurs de solutions qui eux-mêmes sont en capacité de vous accompagner et de valoriser les C2E. Et puis ensuite, il vous reste à constituer le ou les dossiers C2E. Ensuite, vous mettez en œuvre les travaux, les actions, et vous mesurez l'impact des actions sur les consommations, puis vous repartez sur un cycle d'analyse. Slide suivant. Alors, sur les 3 étapes que je vous ai exprimées, je reviens juste rapidement. Donc, identifier les équipements au C2E, je vous ai mis là, vous avez un lien sur les slides. Vous allez pouvoir trouver les 56 fiches qui traitent du tertiaire, on y reviendra après. Identifier les acteurs avec qui travailler et négocier un prix en euros par mégawattheure cubique de C2E, ce sont donc d'abord les obligés, donc les vendeurs d'énergie. Vous avez des délégataires, donc qui sont des entreprises spécialisées dans le dispositif qui ont acquis un statut comparable à celui d'un obligé, puisqu'en fait, un obligé va déléguer une partie de son obligation C2E à un délégataire. Et donc, de ce fait, le délégataire va devenir obligé au titre du dispositif. Et puis, des fournisseurs d'équipements, des installateurs, qui sont des entreprises qui doivent passer un contrat avec un obligé à un délégataire pour prouver qu'ils ont bien eu un rôle aussi actif et incitatif et qui vont directement
dans leur devis et dans leur facture, apporter la prime C2E. Et puis les bureaux d'études qui sont prescripteurs de solutions. Alors la constitution d'un dossier en 3 mots, c'est en gros 3 jalons clés. D'abord, le rôle actif et incitatif, donc ça c'est un point clé. Ensuite, c'est identifier une date d'engagement de l'opération, donc c'est une signature du devis, bon de commande. Ensuite, on a les travaux. Et à la fin, on vous demandera de signer une attestation sur l'honneur qui résume en fait l'opération et de fournir des factures. Donc vous, en tant que bénéficiaire, vous devrez fournir le devis, le bon de commande, la facture, les fiches techniques de l'équipement dans certains cas, et une attestation sur l'honneur qui est signée à la fois par le bénéficiaire, donc celui qui bénéficie des travaux et de l'aide financière, et ainsi que de l'installateur ou de fournisseur de solutions. Donc quelques mots sur les périodes C2E. Donc je l'ai dit, les C2E fonctionnent par période de 3 à 4 ans. Le dispositif existe depuis 2006 et nous venons de terminer en 2021, au 31/12/2021, la 4e période des C2E et on attaque là la 5e période des C2E. Alors ce qu'il faut avoir en tête sur cette 5e période, c'est que l'ambition continue à augmenter sur la période. Donc vous avez une obligation de 2500 TWh Cumac. Alors les C2E, c'est TWh Cumac, hein, enfin c'est du kilowattheure Cumac. Kilowattheure, c'est une économie d'énergie, et le Cumac parce qu'on prend en compte la durée de vie des équipements. Et donc on calcule les économies d'énergie sur la durée de vie des équipements. Donc 2500 TWh Cumac. Si vous regardez dans le tableau entre la période 4 et la période 5, vous avez une augmentation tout simplement de 17%. En facial, sauf que dans le dispositif des C2E, il y a des histoires de bonification, c'est-à-dire qu'on peut bonifier certaines actions qui, sur le plan politique, présentent un avantage important. On a eu par exemple des bonifications sur l'isolation des combles, hein. Vous connaissez tous vu sur Internet l'isolation à 1 euro. Ça rentre complètement dans le dispositif des C2E et le dispositif permet de financer effectivement l'isolation des combles pour 1 euro. Donc ça, c'était des bonifications. Et en 5e période, l'État va fortement réduire les bonifications. Alors ce que je n'ai pas dit aussi, c'est que bien évidemment, pour inciter les énergéticiens à passer à l'acte, s'ils n'obtiennent pas leur production, s'ils ne produisent pas suffisamment de certificats d'économie d'énergie, en fin de la période, ils doivent payer une pénalité sur le volume qui n'a pas été produit, qui manque à l'appel. Donc les pénalités sont de l'ordre de 15 euros à 20 euros par mégawattheure Cumac. Donc 15 euros, donc c'est la 5e période, on sera sur 15 euros par mégawattheure Cumac en C2E classique. Pour des entreprises type Total, EDF, Engie, c'est des enjeux de plus de 5 milliards d'euros. C'est-à-dire que facialement, ils peuvent potentiellement payer des pénalités de cet ordre-là. Donc autant vous dire que les acteurs jouent le jeu et cherchent à produire des C2E. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est que sur la 4e période, le dispositif des C2E, c'est un dispositif qui a permis de lever à peu près entre 3 et 4 milliards d'euros par an. Donc 3 à 4 milliards d'euros qui ont pu financer des actions d'économie d'énergie sur tous les secteurs d'activité que sont secteurs particuliers, bâtiments tertiaires, industrie, agriculture, réseau, transport. Donc la 5e période, vous verrez les slides, hein, on va passer rapidement, c'est un pilotage renforcé, des contrôles, et puis une probable augmentation de l'obligation de cette 5e période en cours de route, puisqu'en fait, les certificats d'économie d'énergie répondent à l'article 7 de la directive européenne sur l'efficacité énergétique. Et vous savez que cette directive européenne sur l'efficacité énergétique, dans son article 3 et 7, est en cours de révision depuis juillet 2021, et on risque d'avoir un doublement des niveaux d'obligations qui seront demandés aux acteurs. En gros, les États membres devront faire plus d'économies d'énergie qu'initialement prévu. Voilà, donc c'est dans le cadre du Fit for 55. Juste une vision rapide.
Pardon. Oui, et donc justement, on va parler des fiches de cette 5e période. Oui. Et donc là, on avait ce petit teaser du début. Qu'est-ce que les C2E et les fiches de C2E peuvent faire pour faciliter notre travail à nous, les gestionnaires des surfaces tertiaires? Eh ben, vous voyez là toutes les fiches, c'est-à-dire que ça, c'est toutes les fiches qui existent et donc toutes les actions qui peuvent être financées dans le cadre du dispositif des C2E. Donc, vous avez des fiches sur le chaud, vous avez des fiches sur l'isolation. Donc, si vous décidez, par exemple, d'isoler les murs de votre bâtiment, bah, vous allez utiliser la BAT EN 102. Vous allez calculer un forfait sur la BAT EN 102 et avec un coefficient de conversion, un accompagnement en euros du kilowattheure CUMAC, ça va vous permettre de financer une partie de votre investissement. Donc, On a effectivement, d'autres. quand on met en place le plan d'action, bien sûr, la fiche ne va pas financer l'ensemble de l'action malheureusement, mais il faudra bien mettre en regard toutes les fiches existantes avec les plans d'action possibles, n'est-ce pas, Marc? Exactement. Donc vous avez des actions aussi sur la ventilation. Oui, alors peut-être c'est la suite, Voilà, effectivement. ventilation. Vous avez des slides sur des fiches sur l'éclairage et puis sur le froid. D'accord. Donc, toute cette Et bientôt fiche-là, sur, et et donc bientôt sur le bientôt, sous-comptage. alors, bientôt sur le sous-comptage. Alors, je vous explique un peu. On a une fiche aujourd'hui qui existe en industrie, qui est une fiche qui est le suivi des indicateurs de la performance énergétique en industrie. Cette fiche, elle permet de valoriser des actions qui sont mises justement en place pour calculer des indicateurs de performance énergétique en industrie. Et elle permet de financer à la fois le sous-comptage, mais à la fois tous les logiciels permettant de remonter les sous-comptages et de rapporter en fait une consommation, des tonnes de produits ou de matériaux générés sur le site industriel. Et donc cette fiche, elle est assez utilisée en industrie et ça fait maintenant depuis quelques semaines et ça s'accélère avec le décret tertiaire. Les acteurs du dispositif nous demandent de dupliquer cette fiche pour le tertiaire de manière justement à permettre de mettre en place l'équivalent des indicateurs et surtout de financer des financements, de financer du sous-comptage, de financer des logiciels permettant de remonter et d'agréger les sous-comptages. Voilà. Donc on va commencer à travailler sur cette fiche en Alors, deuxième semestre de cette année. sachez, chers participants, que c'est une info en avant-première. Et alors, on va pas. Alors, avec bien sûr l'autorisation de Marc, on pourra un peu communiquer sur le sujet, mais vous nous direz, Marc, quand est-ce qu'il faudra. Oui. Mais c'est une avant-première avec toutes les problématiques de sous-comptage qu'on rencontre aujourd'hui et sur le fait de se procurer des sous-compteurs, le fait qu'il y ait une fiche C2E, on n'est pas limité en nombre de C2E, n'est-ce pas? On peut prendre autant de fiches C2E qu'on a besoin, ou on a une limite en Vous tant pouvez qu'acteur? cumuler. Non, vous pouvez cumuler. Vous pouvez faire par exemple une action sur une installation frigorifique utilisant du CO2 subcritique et transcritique, plus le système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone, par exemple je ne sais pas si vous mettez ça sur des moteurs d'ascenseur, plus de l'éclairage. Oui, non, vous pouvez faire ce que vous voulez. Ah ouais, super. Et vous nous disiez en préparant le webinaire que les acteurs du tertiaire devraient se saisir de toutes ces fiches-là, puisque aujourd'hui, c'est autour de 7% l'utilisation des C2E pour le tertiaire, à la différence de l'industrie qui est beaucoup plus active sur le L'industrie sujet, n'est-ce pas? est à 16% et effectivement le bâtiment est à moins de 10%. Donc il y a un D'accord. vrai sujet effectivement sur le tertiaire, mais on commence à voir des choses se développer sur le tertiaire. Alors donc, voyez, vous, participants, vous êtes tous acteurs tertiaires. Eh bien, c'est une porte qui s'ouvre et puis j'espère bien que vous allez vous y engouffrer, puisqu'il y a quand même des éléments.
Donc, Alors on voilà, parle donc la effectivement de nouvelle cette fiche. fiche. Nouvelle Ouais. fiche, donc vous voyez que ça aura pour fonction de mesurer, relever, conserver les données nécessaires au calcul des indicateurs de performance énergétique, de communiquer vers l'utilisateur les résultats obtenus, d'alerter l'utilisateur. Voilà. Et donc là, on pourrait rendre éligibles les systèmes de mesurage mis en place, l'ensemble des équipements constituant un des usages énergétiques suivants. Ça pourrait être la production et distribution de chaleur, la production et distribution d'air, comprimé, production et distribution de froid, l'éclairage, système motorisé. Voilà. Donc ça, on Super, ouvre cette super fiche. bonne nouvelle. Enfin, on ouvre cette fiche, on ouvre le travail d'élaboration Travail. au deuxième semestre 2022. Donc cette fiche, normalement, elle pourrait, si on se débrouille bien, sortir en 2023. Voilà, donc à Ça suivre. coïncide bien, ouais, ça coïncide bien parce que pour l'instant, on n'est pas obligé d'avoir des sous-compteurs 2022. On va devoir les avoir en 2023. Donc, voilà, ça tombe bien, c'est très concordant. Voilà. Juste quelques Alors, mots aussi sur, le CPE. sur le CPE, le contrat de performance énergétique. Donc, dans le cadre du Hmm. dispositif C2E, vous pouvez accompagner le CPE de deux manières. Première manière, vous avez une fiche d'opération standardisée. C'est la BAT SE 104, contrat de performance énergétique chauffage, uniquement chauffage. Donc, c'est utilisable sur les bâtiments tertiaires, bien évidemment. Il dispose d'une installation de chauffage collective et avec un engagement d'économie d'énergie en énergie finale qui est supérieur à 10%. La situation de référence est toujours un peu la même chose. Hein. C'est établi sur les 3 années calendaires consécutives et récentes. Et puis des pénalités qui doivent être appliquées aux gestionnaires en fait et porteurs du contrat de performance énergétique chauffage qui sont de 100% des surcoûts et avec des plans de mesure et de vérification de la performance énergétique et bilan annuel. Alors là, je vous ai fait un exemple. Par exemple, si vous avez un CPE service sur 3 ans engageant sur 10% d'économie d'énergie, avec un prix du C2E à 5,50 €, vous tablez à 5 € aujourd'hui, vous ne vous trompez pas trop. Vous avez un bâtiment de bureau en chauffage collectif de 10 000 m² en zone H1. Là, vous avez un calcul du forfait pour un CPE, donc chauffage uniquement. Vous avez donc en gros 340 mégawattheures CUMAC, donc vous valorisez à 5,50 €, donc ça vous donne 1870 €. Et si vous avez de l'eau chaude sanitaire en plus, donc vous regagnez 1982. Donc si vous faites chauffage, eau chaude sanitaire plus électricité spécifique, vous avez une aide financière de 3441 €. Donc ça vient vous permettre de quelque part de financer aussi une partie de la mise en œuvre des actions et du portage de ce contrat de performance énergétique. Sachant que, est-ce que c'est proportionnel? C'est-à-dire quand vous avez de plus en plus de mètres Oui, carrés, on oui, pourrait. oui, D'accord. oui. C'est lié au mètre carré, effectivement. Ok. Voilà, et puis derrière ça, vous avez une deuxième solution, donc là, ça renvoie à l'article 6 de l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du C2E, c'est ce qu'on appelle la bonification, ce contrat de performance énergétique. Donc en fait, cette bonification, le principe est assez simple. Vous faites vous utilisez les fiches d'opération standardisées qu'on a vues précédemment là dans l'outil où on voyait le bâtiment là avec toutes les fiches de ventilation, isolation, etc. Et vous mettez en place un CPE. Et donc là, vous allez venir bonifier les contrats, enfin les forfaits générés par les fiches d'opération standardisées. Et donc, je vous ai fait un exemple derrière. Oui. Slide d'après. Voilà. Donc, ça, c'est le principe de la bonification. Hein, vous verrez ça, tout est écrit dans les textes. Avec le E, qui est le niveau d'économie d'énergie garanti par le CPE. Et donc, l'exemple derrière, c'est directement. Voilà. Donc, si vous avez, par exemple, un contrat de performance énergétique engageant donc sur 23% d'économie d'énergie, donc là, j'ai pris une incitation C2E à 5 €, et vous avez, par exemple, des C2E d'une ou plusieurs opérations standardisées, hein, par exemple, qui fait 6 gigawattheures CUPAC. Donc là, c'est le cas, par exemple, d'une chaudière collective. Donc, ça veut dire que vous avez un gain possible de 30 000 €
sur cette opération standardisée. Si vous venez faire, si vous mettez en place, en plus de cette opération standardisée, un contrat de performance énergétique, avec une durée, par exemple, entre 5 et 10 ans, votre contrat de performance énergétique. Là, vous allez, j'ai refait le calcul, vous passez non plus de 30 250 €, mais vous passez à 44 165 €. C'est l'aide financière qui vous sera apportée. Et puis, si vous êtes sur un contrat de performance énergétique supérieur à 10 ans, vous voyez, là, vous arrivez à 51 122 51 122 €. Je vais y arriver. Voilà. Donc le principe, il est assez simple, oui. C'est-à-dire que vous voyez que les 23% d'économie d'énergie, il est bonifié en fonction de la durée de l'équipement. Donc c'est 1 plus 2 fois 23 si je suis à moins de 10 ans, et c'est 1 plus 3 fois 23% si je suis à plus de 10 ans. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des sujets que je vous invite à regarder. Et puis pour finir, parce que je vois le temps passer, il y a 2 programmes qui peuvent vous intéresser dans le cadre du dispositif C2E. Donc le programme Pro SMEN qui vous permet de financer des démarches ISO 50001 sur des bâtiments tertiaires complexes. Donc ça vous permet de gagner au total 40 000 €, donc 20% des dépenses énergétiques annuelles des sites, un maximum. Donc ça vous finance en fait toutes les démarches vous permettant d'aller jusqu'à l'ISO 50001. Et puis vous avez le programme ProRefi qui peut être utilisé aussi pour des référents énergie sur des sites de bâtiments tertiaires. Donc c'est un cycle de formation avec un MOOC, une formation physique et du coaching permettant de mettre en place tous les plans de suivi des consommations. De mise à niveau. Oui, alors nous, notre grande ambition, c'est d'en créer un avec vous qui s'appelle le ProRefet, avec remplacer le i avec le TED. Ça fait comme Prophète d'ailleurs, presque. Et effectivement, on le voit bien, les équipes techniques ont besoin de formation sur ce nouveau métier et la gestion énergétique des bâtiments, au-delà de la gestion des dysfonctionnements des équipements. Il y a vraiment une nouvelle donne avec l'énergie qu'il faudra vraiment prendre en compte parmi nos clients quand on fait des sondages sur un des leviers d'action. Alors, pour le coup, ça apparaît comme un des freins dans l'action. C'est bien la formation. Et donc, je pense que ce programme de formation est formidable et presque pris en charge pour les plus petites entreprises. Pour les plus petites entreprises, c'est pris pour les entreprises de moins de 50 complètement en charge. Que à 100%. Et 50% pour les entreprises de plus de 300 personnes. Voilà, donc vous avez les sites. Allez voir, n'hésitez pas. Il y a tout est décrit sur ce programme. Eh bien, nous arrivons à la fin de ce webinaire avec des bonnes nouvelles, je trouve, entre l'affiche sur les sous-compteurs et puis les programmes de formation gratuits. Et puis surtout la présence de Marc Gendreau, qui est quand même le pape des C2E au niveau national. Je ne le dis pas assez. Le pape, on ne l'avait jamais fait, le pape. Alors moi, je dis le pape comme la carte de tarot, c'est-à-dire l'ultime sagesse, l'ultime référence. Pas comme le vrai. Mais souvent, les gens disent, mais vous l'avez fait avec AT2E national? Oui, avec AT2E national. Donc, c'est vraiment un privilège. Je sais, Marc, que vous devez quitter ce webinaire. Mais en fait, vraiment, merci beaucoup. N'hésitez pas à me remonter les questions. Absolument. Vous avez le mail de Marc Gendron à l'écran. J'essaye de répondre à vos questions pour ceux et celles qui veulent bien en poser à la fin de ce webinaire. Je suis à votre disposition et à votre écoute. Nathalie, y a-t-il des questions? Merci beaucoup, Sylvie. Au revoir. Au revoir, Marc. Au revoir. Effectivement, on a pas mal de questions. Alors, la première, concernant les terrains de camping, quelles sont les surfaces à prendre en compte pour vérifier l'assujettissement? Uniquement les mètres carrés bâtis ou les mètres carrés de terrain de camping? En fait, le décret tertiaire commence au moment où l'autorisation de construction est délivrée. C'est le bâti dont il s'agit. Le bâti est le bâti non éphémère.
Nous avons plusieurs cas, par exemple, de hangars qui sont démontables, qui ne sont pas assujettis au décret parce qu'ils sont démontables. Donc, bien sûr, c'est les mètres carrés bâtis. Merci. Alors, quand la société possède une SCI qui comporte plusieurs sociétés, le propriétaire doit déclarer la SCI ou chaque société? Chaque sirène, D'accord. vous le verrez, c'est des déclarations de sirène par EFA. Alors, Donc, si nous sommes... Pardon. déclaré. Merci. Je t'en prie, Nathalie, vas-y. Alors, si nous sommes propriétaires de plusieurs bâtiments éligibles, est-ce qu'il faut déclarer une année de référence pour chacun des bâtiments ou une seule année de référence pour tous nos bâtiments? Comme vous voulez. En fait, c'est selon votre stratégie. Soit c'est une stratégie qui opte pour la solution simple, puisque vos bâtiments sont à peu près les mêmes, datant de la même période, avec les mêmes profils de consommation. On va dire c'est très équivalent, mais effectivement, c'est la même année. Mais en général, chaque bâtiment a sa propre vie, ses propres phases de travaux. Donc, effectivement, vous pouvez déclarer une année de référence par bâtiment. Merci. Alors, quand est-ce que les indicateurs d'usage seront disponibles sur Opérate? Alors, les indicateurs d'usage sont... Alors, vous rentrez un certain nombre de données qui permettent un calcul d'usage. Vous avez certains indicateurs d'usage en fonction comment dire, de l'activité qui vont être bientôt disponibles avec cet arrêté qui va apparaître. Mais en général, ils ne sont pas visibles, ils sont calculés automatiquement. Donc, mais bon, Opérate a encore de la pédagogie à faire. Et si vous souhaitez avoir la lisibilité de la formule, vous pouvez le faire remonter. Mais en général, c'est des choses qui sont calculées automatiquement. Bien sûr, en fonction des éléments communiqués par vous. Très bien. Donc, à quel moment de l'année devront être déclarées les consommations chaque année? Alors, ça va dépendre. Soit vous le faites en année calendaire, soit vous le faites en année glissante. À vous de déterminer. Vous êtes assez libre sur cette détermination-là. Vous avez jusqu'au 31 décembre les années suivantes, 2023-2024, pour le faire. Cette année, on a fixé à septembre parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait eu déjà un décalage. Ça devait être en 2021, ça a été en 2022. C'est aussi 2022 une année très très spéciale, donc on a mis en place le 30 septembre, mais effectivement, vous pouvez les déclarer. Il va falloir quand même déterminer une année pleine entre la première et la seconde déclaration. Donc, vous faites en année glissante comme en année calendaire. Et même l'année de référence peut être en année glissante si vous le souhaitez. Mais bon, restez cohérent avec les déclarations pour établir les bons parallèles. Très bien. Alors ensuite, on a plutôt des questions liées au C2E. Donc, oui, je les pose et puis on verra. Donc, les acteurs du secteur public sont-ils éligibles au C2E? Oui, ça je le sais. D'accord. Ça fait même partie des grands consommateurs, des grands utilisateurs de C2E. Très bien. Ensuite, on a une question concernant des opérations qui ont démarré. Est-ce qu'elles peuvent être éligibles ou pas au C2E? Est-ce qu'on peut faire une demande de financement en cours d'opération? Non. C'est avant. Je suis sûre de ça aussi. Parce que bon, j'ai un peu travaillé dans les C2E avant. D'accord. Mais non. Ensuite, on a une question. Quelle échéance pour l'utilisation de cette nouvelle mesure C2E? Alors, ça doit être l'histoire des sous-compteurs peut-être. Ça doit être lié au sous-compteur, j'imagine. Oui. Ouais. Alors, la fiche est mise en groupe de travail. Donc, l'adaptation de la fiche sous-compteur industriel à sous-compteur dans le secteur tertiaire est mise en comité de travail, je pense. C'est ce qu'a dit Marc
Gendron ces prochaines semaines. Et je pense qu'il y aura livraison et validation de la fiche courant 2023. Ce serait top si c'était septembre 2023, comme ça on aura le temps de lire la fiche, de pouvoir déterminer les sous-compteurs dont on a besoin, de les faire financer, en partie bien sûr, et ensuite de pouvoir les utiliser dans cette déclaration 2023. Ça, c'est le schéma idéal. Donc, on va le dire à Marc Gendron, on va le dire à Marc Leroux, qui est un autre Marc, mais qui est celui qui a mis en place l'ensemble des arrêtés pour le décret tertiaire. Donc, c'est le grand concepteur au ministère. Donc, entre deux Marc, notre cœur ne balance pas. Il est 100% fan, mais effectivement, on essaiera de les faire dialoguer pour que les assujettis en 2023 puissent utiliser cette fiche C2E pour faire financer les sous-compteurs. Ça, c'est notre rôle à Sobre, de mettre un peu en relation les marques. Oui, alors en parlant de marque, on nous pose une question sur notre marque, donc sur notre plateforme. À la personne qui demande quelle est la tarification, on reprendra contact avec vous après le webinaire. Alors, une question, j'ai un peu de mal avec la valeur absolue. Il n'y a qu'un objectif à atteindre, ou pareil qu'en conso relative, 40, 50, 60? Alors, pour les objectifs, vous avez deux méthodes pour une même surface. La première méthode, c'est les consommations relatives par rapport à une année relative, enfin une année de référence. Et puis, les consommations absolues qui sont définies dans les arrêtés. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes à un entrepôt de logistique de produits frais, donc ni chaud ni frais, donc plus 5 degrés. Vous avez une valeur absolue à atteindre par mètre carré. Il faut aller voir dans le décret, chercher dans le tableau selon votre, en fait c'est selon votre code NAF. Hein. Vous mettez votre code NAF, il va y avoir un tableau équivalent et vous allez voir votre secteur, votre section avec la valeur cible, la valeur absolue. C'est une consommation à atteindre en kilowattheure par mètre carré. Et vous allez dire, ah tiens, ma consommation actuelle, en général, c'est 105 kilowattheures mètre carré. On va dire, ma consommation actuelle, c'est 150. Mon objectif, c'est 105. Comment je vais atteindre cette consommation absolue au mètre carré? Voilà. Et tiens, mon EFA atteint 99 kWh au mètre carré. Eh bien, ces 6 kWh, je les prends et je les affecte à une autre EFA qui n'arrivera jamais à atteindre les 105 et elle sera bloquée à 121. J'espère que je suis claire. En fait, c'est des objectifs cibles à atteindre. En général, quand les bâtiments sont anciens et qu'il y a eu des rénovations, c'est pas mal de faire la consommation relative parce que vous avez eu un grand changement et donc vous allez presque pouvoir atteindre par rapport aux travaux, on va dire qu'ils ont été réalisés en 2016, par rapport à 2030, les moins 40. Quand c'est des bâtiments plus neufs où vous n'avez encore jamais réalisé de travaux, mais qui sont neufs les bâtiments, eh bien, c'est plus logique que vous soyez dans une consommation cible, parce que si les bâtiments sont neufs, en général, ils sont construits avec des normes énergétiques tenant plus en compte l'esprit, qui tient compte de l'esprit du décret tertiaire. En fait, les deux méthodes de calcul sont faites parce que plus de la moitié du patrimoine immobilier tertiaire en France est antérieure à 1980. Donc nécessairement, c'est plusieurs types de bâtiments avec plusieurs caractéristiques énergétiques. Et pour pouvoir englober l'ensemble de ces bâtiments, il y a deux méthodes de calcul. Sauf que l'esprit du décret tertiaire, c'est diminuer les kilowattheures au mètre carré. Je sais pas si... C'est très clair. Voilà, il y avait une petite slide que vous reverrez dans le... Excusez-moi, hop. Il y a une petite slide qu'on pourrait reprendre. C'est peut-être celle-là.
voyez, vous avez le suivi. Vous avez votre consommation de référence qui était 196. Vous avez la consommation à atteindre et 117. Et la consommation relative cible en 2030 est 118. C'est les calculs. Et vous allez voir comment de 196, vous allez atteindre ces deux consommations. Le premier atteint et le premier qui a gagné. Pardon, je vais remettre la slide. Oh, pardon. Je remets les... Hop. Voilà. Donc, de toute façon, dans l'attestation, vous avez les deux calculés. Vous aurez les deux éléments calculés et le premier objectif atteint sera l'objectif, validera votre décret tertiaire. Donc, je vais vous dire, vous pouvez effectivement travailler votre stratégie en fonction de l'absolu parce que vous avez eu des gros travaux et qu'il y a eu une grande bascule. Si, bon, il n'y a rien eu de spécial, que votre bâtiment a été construit dans le début des années 2000, voire un peu après, on est plus sur la valeur relative. Absolue, pardon. On n'est plus sur la valeur absolue. L'année de référence n'a pas de sens. Et encore une fois, quand vous augmentez vraiment de beaucoup vos activités, la valeur aussi relative a moins de sens parce que bon, c'est au mètre carré de toute façon que se situe la consommation énergétique. Merci, c'est très clair. Une question concernant l'activité saisonnière. Est-ce que si l'activité est saisonnière, on est concerné? Ah oui. À partir du moment où vous consommez, vous êtes concerné, quelle que soit la fréquence de votre consommation. Même les bâtiments fermés qui consomment un tout petit peu, il faut vraiment qu'ils soient en jachère pour qu'on ne les déclare pas. Mais s'ils sont fermés mais qui consomment un peu, sont déclarables sur Opérate et effectivement déconcernés. Oui. Très bien. Est-ce qu'un bureau au sein d'un atelier de production ou de maintenance, par exemple, est considéré comme tertiaire? Alors, absolument, le bureau et même l'atelier. C'est-à-dire qu'un atelier de réparation et de maintenance est considéré comme tertiaire. Donc, vous avez votre bureau et l'atelier. Après, il faut que je vois dans l'atelier si c'est vraiment de la prod et considéré comme industriel. Mais les ateliers de réparation mécanique, par exemple, les ateliers de voitures de réparation sont concernés par le décret tertiaire. Donc, et le bureau et l'atelier sont concernés. Ok. Alors, a-t-on les CAPS pour les concessions automobiles? Il me semble, alors attendez, je revérifie. Il me semble que oui. Sachant qu'on n'a pas encore les CAPS pour les entrepôts et comment dire, et les entrepôts de stockage des pièces automobiles et des voitures. Mais les concessionnaires, je pense que oui. Maintenant, je revérifie et je vous réponds directement. Je pense que oui. Je revérifie directement. Je sais qu'on n'a pas encore les CAPS pour les lieux de stock, pour les produits comme voitures, pièces détachées, etc. On a les CAPS pour tout ce qui est produits frais et produits froids et produits chauds, mais on n'a pas pour produire rien. Donc, on aura sur la valeur ajoutée 3, la valeur absolue 3, qui 3. sont des valeurs ajoutées toutes, bien sûr. Mais j'ai pas cette... Et enfin, une question sur les DJU. Est-ce qu'il faut intégrer les DJU dans les consommations à déclarer ou ne déclarer que les consommations réelles pour le choix de l'année de référence? En fait, vous allez déclarer vos consommations réelles et c'est Opérate qui va vous calculer vos DJU automatiquement. Alors, on les produit pour que vous puissiez faire vos simulations et vos trajectoires avant Opérate, mais c'est Opérate ou corriger Opérate si Opérate s'est trompé, parce que ça aussi c'est possible. Mais c'est Opérate qui calcule les ajustements, on appelle ça les ajustements climatiques, c'est-à-dire les conditions météo, ainsi que les niveaux d'altitude. C'est Opérate qui les applique, qui les ajuste directement.
D'accord. On est arrivé au bout des questions. En tout cas, je le répète, s'il y avait des questions qui venaient, bon, avec cette histoire de concession, parce que en fait, la concession, soit c'est un magasin, c'est considéré comme un magasin et pour le coup, c'est une surface commerciale et c'est pas encore, il n'y a pas encore de CAPS. Si c'est considéré comme un entrepôt de stockage, parce qu'il y a plein de voitures dans cette concession, eh bien, il n'y a pas encore de CAPS. S'il y a des bureaux dans cette concession, il y a déjà la CAPS. Donc voilà, c'est la réponse que je donnerai pour la concession, mais nous en ferons une circonstanciée avec notre expert de façon globale et surtout détaillée par mail à ce monsieur ou cette dame. Moi aussi, je dis ce monsieur, n'importe quoi. Eh bien, s'il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponse. En fait, il y a toujours des réponses, même s'il n'y a pas de questions. En tout cas, on a été vraiment ravis, et Marc me l'a dit avant de partir, d'animer ce webinaire avec vous. Pour vous, j'espère que vous y avez appris des éléments complémentaires. Nous vous souhaitons un grand bon courage et beaucoup de bon courage pour continuer l'aventure Opérate et les déclarations qui s'annoncent d'ici septembre. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. Très bonne semaine à vous. Au revoir. Au revoir à tous.